Hey, hey, hey! Salut toi, bienvenue dans Pop by Or, je suis Or et aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler branding, pour parler collection, pour parler petites figurines colorées, kawaii et pop culture. Je parle bien sûr des Funko Pop. Alors je doute que tu sois passé à côté du phénomène, même ma mère connaît, alors c'est te dire. Bon, elle appelle ça des petites poupées, mais c'est pas grave. J'en vois absolument partout, genre depuis 2-3 ans, il y en a partout. Et quand je dis partout, c'est-à-dire que là, il y a quelques jours, je suis passée devant une boutique Foot Locker. Et même là, ils vendaient des Funko Pop, genre dans un magasin de chaussures, quoi, sérieux. Je ne pouvais évidemment pas passer à côté du sujet avec PBA, et quelle meilleure période pour en parler que les fêtes de fin d'année, franchement. Parce que tu vois, si toi t'en reçois pas ou que t'en offres pas en cadeau cette année, je suis quasi sûre que quelqu'un dans ton entourage, au moins une personne, aura un paquet Funko Pop. Donc tu me diras, cette année j'en offre pas personnellement, j'en recevrai certainement pas non plus je pense, mais depuis 2-3 ans comme je disais, je commence à en avoir quelques-unes. Si toi aussi t'as une collection, dis-moi dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir ce que t'aimes comme univers et puis ce que t'as justement, si on a des pop en commun ou si peut-être, qui sait, tu en as des super rares, parce qu'on va en parler de ça. Plus exactement dans cette vidéo on va revenir sur les débuts de l'entreprise Funko, voir comment ils en sont venus à produire des pop, et puis voir pourquoi ça marche en fait à ce point-là, et on finira par jeter un petit coup d'œil aux pop les plus rares et les plus chers, parce que je te jure qu'il y a des gens qui sont prêts à dépenser mais des sommes monstrueuses pour des petites figurines comme ça, vraiment. Allez, trêve de blabla, PBA découvre Funko Pop, c'est parti! Derrière Funko, l'entreprise qui produit des figurines à collectionner issues de la pop culture, tu as deux hommes. D'abord Mike Baker qui ouvre la compagnie en 98. Bon, à l'époque c'est qu'une petite entreprise qui fabrique des jouets, mais elle a déjà deux particularités qu'on retrouve encore dans ses produits actuels. Tout d'abord, elle lance une ligne de figurines, les Wakey Wobblers, qui sont en fait des bobbleheads, c'est-à-dire que ce sont des figurines avec une tête disproportionnée. La deuxième particularité, c'est que les produits Funko reposent sur la thématique de la nostalgie, sur d'anciens films, d'anciennes séries, d'anciens programmes comme ça, qu'on a envie d'entretenir, qu'on aime. Même si aujourd'hui c'est beaucoup plus dans l'actualité, il y a toujours ce sentiment-là de garder un peu, conserver cette âme d'enfant et avoir des produits qui nous rappellent ces programmes qu'on adore en fait. Bon, je t'avoue que les débuts de Funko ne sont pas glorieux. Baker lance en collaboration avec des banques américaines une série de fausses pièces de monnaie à l'effigie d'une mascotte de restauration rapide, le Big Boy, sauf que les ventes en fait ne décollent pas. Ce n'est qu'après avoir réfléchi un petit peu sur sa stratégie qu'il a l'idée d'acheter d'autres licences, notamment celle d'Austin Power, si comme moi tu t'en souviens, qui va là en revanche faire grimper les ventes. Malgré ça, Baker revend quand même son entreprise en 2005 à Brian Mariotti, qui est encore l'actuel PDG de Funko là, et sur le site officiel de Funko, il est décrit comme un ami et comme un collectionneur. Et c'est intéressant de se dire que justement c'est quelqu'un qui a un esprit de collection, qui va reprendre une marque et diriger une marque de produits de collection. Et justement c'est cette figure, c'est ce personnage précisément qui va faire exploser la marque à l'international, puisqu'il a l'idée d'étendre encore plus le catalogue de licences de Funko. On en est à plus de 300 aujourd'hui. Et voilà, ça a donné le phénomène qu'on connaît. Ceci dit, il faut attendre encore un petit peu pour voir les premières Funko Pop arriver sur le marché. Il faut attendre 2010 en fait pour qu'elles soient présentées pour la première fois à la Comic Con de San Diego. Ce sont alors des Funko Force 2.0. 2.0 parce que c'est une nouvelle version d'une précédente ligne de Funko Pop Force. Et ce n'est que l'année suivante, en 2011, qu'elles sont introduites officiellement sous le nom Funko Pop au New York Toy Festival. À ce moment-là, Funko ne détient que 3 licences, DC Comics, Star Wars et Marvel. Depuis, tu l'as compris, le catalogue s'est étendu d'une façon exponentielle et ne cesse encore de s'accroître. Mais je crois que c'est quand même avec l'achat de la licence Disney que le phénomène a plus ou moins explosé. Il y a aussi Harry Potter qui a joué beaucoup. En tout cas, il y a de quoi satisfaire un grand nombre de personnes. Pas tout le monde, mais un grand nombre de personnes. Mais en soi, qu'est-ce que c'est une Funko Pop? Comme les Wakey Wobblers, les Funko Pop, comme tu peux le voir, disposent d'une tête assez hors norme par rapport à leur tout petit corps, une tête plus ou moins carrée, rectangulaire, et aussi elle dispose de grands yeux ronds, généralement noirs, à moins que le personnage implique qu'il y ait un changement de couleur, comme là j'ai un Sangoku qui est en Super Saiyan, ce qui fait qu'il a les yeux bleus. Mais sinon voilà, on a ces grands yeux très kawaii qui font aussi que c'est très facile en fait de jouer sur l'expression des personnages en rajoutant ou en variant simplement la forme des sourcils, en mettant des cils quand ce sont des personnages féminins généralement, et ça sans changer le modèle de la tête qui est standard. En fait les Funko Pop ce sont des produits très standardisés, le corps peut changer un petit peu en termes de forme, en termes d'accessoires, ça va être des choses qui sont rajoutées tout ça, mais tout part généralement d'une même base, en particulier pour la tête,
et c'est ce qui justifie le fait que c'est vraiment un produit de masse quoi. Elles sont vendues dans des boîtes très standardisées aussi, qui laissent apparaître du coup le nom Funko Pop, avec le nom du personnage, le nom de la licence, le petit numéro pour montrer que ça fait partie d'une série, et derrière tu as la série dont il est issu, la ligne, avec les autres personnages que tu peux trouver afin de, encore une fois, renforcer le côté très collectionnable. Le fait que ce soit un produit de masse, ça participe aussi du prix très abordable, je trouve en tout cas, même si on peut toujours se dire que par rapport aux matériaux, par rapport à la qualité peut-être, c'est pas toujours justifié de payer ce prix-là, mais une Funko du coup de cette taille-là, qui fait à peu près 10 cm, c'est le modèle vraiment standard, c'est 10$ aux États-Unis et à peu près 15€ chez nous. Il y a des modèles oversize un tout petit peu plus grands, d'une vingtaine de centimètres, pour des personnages spécifiques issus de telles lignes, je sais pas, comme Hagrid dans Harry Potter, Maui dans Vaiana. Ça va coûter forcément un petit peu plus cher, mais ça reste toujours abordable. Et aussi maintenant les mini Funko Pop, ou Pocket Pop je crois. Ce sont donc des porte-clés, 4 cm à peu près je crois, et pareil ça coûte 7-8€. Bon, c'est sur ces produits-là, j'ai l'impression que les magasins se font le plus de marge parce que des fois tu les trouves à 2€ plus cher dans tel supermarché alors que dans telle boutique c'était moins cher, enfin bon, bref. Mais voilà, globalement ce sont des produits quand même que chacun peut acheter assez facilement, qui est facilement trouvable, et puis il y a un marché de l'occasion aussi qui fait baisser les prix. Donc grosso modo, un enfant de 10 ans qui a un peu d'argent de poche, il peut s'en acheter. Pour ce qui est des licences, je ne vais pas t'en faire la liste ici, parce que ce serait beaucoup trop long, forcément, mais je te conseille d'aller sur le site placedespop.com qui répertorie justement tout ce qui se fait en termes de Funko Pop, en termes de licences, qui met même dans sa liste les pop à sortir. Par exemple, j'ai vu qu'il y avait une série sur The Good Place, la série Netflix, qui va sortir en février 2020, donc c'est assez sympa comme ça, parce que tu peux voir les nouveautés qui vont arriver, puis il propose aussi comme ça de comparer les prix, donc si toi t'es intéressé pour en acheter, c'est bien aussi. Les licences qui marchent le mieux, d'après le site de Funko, c'est ce qui va être DC, Marvel, Harry Potter et Disney. Voilà, sans grande surprise. Mais alors qu'est-ce qui fait que les pop marchent à ce point-là? Je pense que ça vient en grande partie de tout l'esprit de communion autour de ces univers et autour de l'objet en tant que tel. Faut dire qu'au début, la pop culture et la culture geek, c'était quand même plutôt un marché de niche en fait. Mais le phénomène a tellement grossi là depuis les années 2000 que la culture geek c'est devenu le mainstream. Tout le monde va voir des Marvel, tout le monde va voir les DC, tout ce qui est super-héros, les séries même un peu plus underground, même des jeux vidéo. Tout le monde connaît, même si ça a été repris justement pour devenir mainstream et que ça a perdu peut-être par certains aspects son côté underground et contre-culturel sur certains points, il y a quand même voilà, tout un esprit, une effervescence autour de toute cette culture, et Funko est pile poil sur ce marché-là, ce qui fait que c'est devenu un véritable marché de masse en fait. Aussi, il faut prendre en compte le fait qu'on est sur un objet collectionnable, ce qui fait que les gens ont envie de communiquer entre eux, ils veulent se donner des informations, échanger sur les nouvelles sorties, ils veulent parler du produit. Et ça, Funko l'a très bien compris, puisque en 2003, l'entreprise a lancé son propre forum, le funkofanatic.com. Dessus, les gens, du coup, peuvent échanger sur les pop, sur les autres produits Funko, les autres figurines, même des fringues, tout ça. Et ça alimente, ça fait vivre une communauté. Aujourd'hui, la population des forums a un petit peu déserté. Elle est encore vivace, il y a encore des gens qui sont sur les forums, mais elle est quand même un peu moins nombreuse. Malgré tout, il y a des nouvelles plateformes qui ont émergé, et en particulier YouTube. Et je crois que t'imagines pas le nombre de chaînes de collectionneurs-collectionneuses sur YouTube. Franchement, va taper Funko, tu vas voir le nombre de gens, c'est impressionnant. J'aurais jamais pensé qu'il y avait un YouTube game des Funko Pop, quoi. L'ampleur du phénomène, c'est juste énorme. La marque a sa propre chaîne YouTube d'ailleurs, sur laquelle on peut voir des petits courts-métrages d'animation mettant en scène des Funko. Du coup, tu vois, ça laisse un petit peu présager la possibilité que, pourquoi pas, un jour on pourrait avoir un film Funko Pop sur nos écrans. Et Brian Mariotti, le PDG, du coup, lui-même n'est pas contre l'idée. Il se dit que pourquoi pas, comme Lego, ce serait envisageable. C'est pas encore acté, mais la porte est ouverte en tout cas. La marque a aussi son propre podcast. On voit qu'il y a vraiment l'envie de communiquer avec les gens, d'entretenir ça, ce qui fait que les gens, eux, s'approprient eux-mêmes tout ce qui est autour de Funko et des pop. Donc si sur le site de Funko, ils peuvent créer leur propre avatar à leur image sous la forme d'une petite pop, il y en a aussi certains et certaines qui créent eux-mêmes dans un esprit totalement DIY leur propre Funko Pop afin de donner naissance à des personnages qui sont sous des licences qui ne sont pas chez Funko encore. Moi c'est le cas, j'en ai 2 de Life is Strange
voilà, qui ont été faites par Ganucci Art et qui sont absolument trop mignonnes. Et donc ce sont 2 personnages issus d'une licence qui n'est pas chez Funko. Et il y en a d'autres comme ça, il y a The Last of Us qui n'est pas encore chez Funko, je sais pas, American Dad. Il y a plein comme ça de petites séries ou enfin de licences un petit peu moins connues, quoique. Je dis ça mais c'est pas vrai, hein. C'est pas forcément des choses moins connues mais juste des licences qui sont pas chez Funko. Et grâce à des gens qui achètent un modèle de base et qui ensuite reproduisent avec un petit peu de peinture, un petit peu voilà, de matériel les figurines, ça permet d'avoir des pop qui sont uniques. Ça peut être aussi des reproductions de personnages qui sont déjà chez Funko, sous des licences chez Funko, mais avec d'autres vêtements, d'autres accessoires, ou des licences du coup qui n'y sont pas, et d'avoir des séries qui sont beaucoup plus limitées, qui sont faites à la main, et qui ne ressemblent à aucune autre en dehors du fait qu'on a toujours le modèle de base avec cette tête carrée, les grands yeux, tout ça. Ça prend une ampleur qui est assez colossale parce que Funko eux-mêmes, s'ils ont plein de licences de type, les films, j'ai dit Marvel, tout ça, Disney, Harry Potter, ils font aussi des Funko de marque, de mascottes de marque, et aussi de mascottes d'université, de campus américains. C'est quand même un truc de malade. Et faut pas s'étonner dans ce cas-là que quelqu'un comme Ganucci Art, qui a fait du coup mes pop Life is Strange, fasse des Funko à l'effigie de mariés, de gens qui vont se marier. Et du coup sur son Instagram, tu pourras aller jeter un coup d'œil, elle a reproduit des pop pour des mariages. Ça montre à quel point les pop aujourd'hui deviennent des objets du quotidien qu'on voit partout, on les voit dans les décors des youtubeurs, on les voit sur toutes les plateformes, sur tous les réseaux, on les verra peut-être sur nos écrans. Et ouais, c'est un objet que tout le monde va avoir maintenant. Qui dit objet de collection dit édition limitée, et des gens qui sont prêts à payer des sommes mais folles pour avoir les modèles les plus rares. Alors je te propose un petit top 5 de ces modèles. Commençons en numéro 5 par un ex-aequo en fait. Je te propose l'Otso de Toy Story 3 et le Blue Metallic Batman. Donc l'Otso, c'était une exclusivité de la convention Disney D23 de 2011, et le Blue Metallic Batman, c'est une des toutes premières pop produites, si t'as bien suivi la vidéo. Les deux se vendent donc chacune à 840 $. Donc on commence sur des petits prix, t'emballes pas tout de suite, ça va monter, t'inquiète. En numéro 4, nous retrouvons la figurine Big Boy, du coup emblématique de Funko, puisque c'était le personnage qu'on retrouvait sur les pièces de monnaie dont je te parlais au départ. Cette figurine se vend autour, pareil, 1000 $, un petit peu plus cher quand même, mais voilà, on monte doucement, tranquille. En numéro 3, on passe déjà un petit cap, puisque nous avons le Shadow Trooper, donc qui est une édition de Star Wars, exclusivité de la San Diego Comic Con de 2011 et produit à 480 exemplaires. Voilà, je te laisse deviner, ça monte un petit peu, mais pas non plus excessivement, 1500 $. On continue de monter doucement avec le numéro 2, qui est une édition Planetaria de Vegeta, de l'univers Dragon Ball. Et là aussi, c'est une exclusivité de 2014 de la Comic Con de New York. Et on approche des 1800 $. C'est raisonnable, d'une certaine manière, comparé à ce qui vient après. En numéro 1, je te propose la pop Ned Stark, de Game of Thrones, et qui a la particularité d'avoir la tête détachable. Là aussi, c'est une exclusivité, bien sûr, donc là, de la Comic Con de San Diego de 2013. Et cette année, la pop Ned Stark s'est vendue à 2600 $. J'ai pas de commentaire. Mention spéciale, ceci dit, pour 2 modèles qui là sont hors catégorie. La pop Dumbo a été produite sous 3 formes différentes. Donc il y a le Blue Metallic qui est la forme la plus répandue, mais il y a eu 2 modèles qui sont produits qu'à une cinquantaine, même pas, d'exemplaires chacun. C'est le Gold et le Clown. Et là, on passe un cap. Tu peux trouver des modèles autour de 2500 $, et ça peut monter jusqu'à 5000 $. En gros, aux États-Unis, le prix il a été multiplié par 500. Je suis sans voix, je t'avoue, je ne sais pas quoi dire, ça, c'est quelque chose qui me dépasse, mais totalement. Ben voilà, on peut dire au bout du compte que l'intelligence de Funko, c'est, je crois en tout cas, d'avoir su alimenter cet esprit communautaire qui a fait passer les Funko Pop d'un marché de niche à un marché de masse, mais à l'international, et qui propose des produits pour tout le monde. Comme le dit lui-même Andrew Peterson, qui est un chargé de clientèle de chez Funko, ça plaira aux enfants qui vont y voir une forme de jouet, mais aussi aux plus âgés qui vont aimer retrouver des personnages peut-être de leur enfance. Le but c'est d'avoir des personnages qui plaisent, que les gens aiment et qu'ils ont envie d'avoir chez eux, parce que c'est des petites pop, je veux dire, ça prend pas de place, c'est pas désagréable à regarder, enfin c'est mignon. Et finalement Funko ils ont pas fait différemment des autres, ils ont simplement tablé sur des licences de pop culture, et ça marche. La compagnie a su établir une stratégie qui
à transformer ce petit objet en un phénomène que tout le monde s'arrache, que tout le monde va avoir. Aux États-Unis, t'as des boutiques spécialisées dans les Funko et les Funko Pop. C'est comme les Apple Store, quoi, mais pour des pop. Et puis comme je disais, chez nous, t'en vois partout. Dis-moi en commentaire si tu as vu des pop dans des boutiques aussi insolites que, je sais pas, Foot Locker, comme j'ai pu en voir, mais j'ai l'impression que n'importe qui est prêt à mettre des pop en vitrine parce que ça va attirer les gens et que les gens ont envie d'en avoir et voilà, ça marche, c'est tout. Ceci dit, je crains que ce qui fait la force de Funko, c'est-à-dire son catalogue de licences, ce soit aussi un petit peu son point faible. Parce que du coup, tu as un petit peu tout et n'importe quoi. Et c'est cool d'avoir des figurines qui collent à l'actualité. Là, j'ai une figurine de la Reine des Neiges qui date du premier film. Ils ont ressorti du coup des séries pour le deuxième. Donc ouais, t'as envie d'avoir les figurines des nouvelles saisons, des nouveaux films, mais le problème c'est que les pop, elles se ressemblent quand même toutes pas mal. Je trouve que Funko réussit très bien à faire ressortir la petite spécificité physique de chaque personnage, mais en même temps, une pop c'est une pop. Je disais, c'est un modèle très standard, c'est un peu emblématique de notre époque. On a un peu toujours le même modèle qui prend des formes un petit peu variables, mais bon, au bout du compte, ça reste un petit peu la même chose. Il suffit que tu sois pas trop fan de tout ce qui est extrêmement mainstream, hein, tout ce qui est super-héros, Marvel, DC, Harry Potter, encore une fois pareil, les Disney, il y a des gens qui aiment pas. Et bah, tu vas peut-être avoir du mal à trouver des petites licences un peu plus underground, tout ça. Par exemple, je sais pas s'ils ont des Ghibli. Mais voilà, Funko donne l'impression qu'ils ont tout et qu'ils fournissent tout pour tout le monde, mais en fait, non, c'est dommage, ça peut être frustrant quelque part. Tout comme c'est frustrant de te dire que tu pourras jamais collectionner toutes les pop. Il y a des gens qui veulent collectionner tout, absolument tout. Alors c'est très gratifiant de finir une petite série. Par contre, avoir 15 000, 20 000 personnages différents, je pense que ça devient compliqué à atteindre, surtout quand tu vois les éditions limitées et les prix auxquels ça s'arrache. Mais il y en a quand même qui ont l'air prêts à relever le défi, pourquoi pas. Mais malgré tout, on peut pas nier le succès de la marque, c'est vraiment une réussite. Funko a tout explosé. Leur chiffre d'affaires a été multiplié par 10 en moins de 10 ans. C'est-à-dire que leur chiffre d'affaires en 2012 il était de 20 millions de dollars, là il est à quasiment 200 millions. La question, ouais, est-ce que ça va continuer à marcher encore sur la durée, ou est-ce que d'ici 2-3 ans peut-être, les pop ne vont pas être remplacés par autre chose? Là, j'ai l'impression qu'on est un peu au pic de l'engouement, mais est-ce que ça va durer? Je sais pas. Je saurais pas te dire. Peut-être s'ils font en effet des films ou d'autres produits dérivés. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi en commentaire si tu penses que ça va encore durer, mais pour longtemps, les pop, ou si tu es un peu plus mitigé, tu penses que ça va peut-être s'éteindre doucement là, et si c'est remplacé, par quoi est-ce que ça pourrait être remplacé? Est-ce qu'on voit déjà poindre quelque chose à l'horizon qui pourrait concurrencer vraiment les pop? Je sais pas, dis-moi si t'as des idées. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas le petit pouce en l'air, ça me fait plaisir et ça aide la chaîne. Tu peux également t'abonner si c'est toujours pas le cas pour voir les vidéos dans ton feed, et puis partager bien sûr si tu penses que la vidéo peut plaire à d'autres gens, j'espère. D'ici là, tu peux me suivre évidemment sur les réseaux, Twitter, Instagram, et maintenant Facebook aussi. Voilà, je te mets tout ça juste après. Et puis on se retrouve très bientôt pour une vidéo de recommandation, ou peut-être autre chose, je ne sais pas encore exactement dans quel ordre je vais mettre les vidéos, mais comme je te l'avais dit, je te prépare quelques surprises. Il y a mon chat qui gratte à la fenêtre, c'est super. D'ici là, porte-toi bien, prends soin de toi, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Or, et on se retrouve très vite pour parler pop! Et derrière... Ah, Co, l'entreprise qui vend des... Co.